comme ça a été évoqué ce matin, durant toute la matinée d'ailleurs, on s'est aperçu que les entreprises avaient besoin de structurer et de formaliser leurs réflexions. C'est vrai que l'agriculture, on est sur la culture de l'oral, et c'est vrai qu'on s'est aperçu avec les châteaux qui étaient présents que les échanges se faisaient au café, entre deux portes, etc. Donc là, on s'est vite rendu compte, c'était un des enseignements, qu'il fallait vraiment les aider à structurer et formaliser. L'autre point, l'autre enseignement dont on s'est rendu compte et qui a été évoqué ce matin, c'était que les entreprises avaient une envie de trouver une solution à la problématique des TMS, que leur réflexion c'était finalement quel était l'exosquelette qu'il fallait acheter. Ils regardaient le coût, mais finalement la dimension humaine et la dimension organisationnelle n'étaient pas prises en compte. Donc là, l'idée dans tout le travail, c'était de pouvoir apporter cette dimension humaine et organisationnelle à toute la réflexion. Et c'est vrai que durant toute l'action collective, l'idée a été de capitaliser tout le travail qui avait été mené, parce qu'on se disait finalement les châteaux qu'on a avec nous sur l'action collective se posent plein de questions, mais finalement tous les châteaux doivent être dans la même situation. Donc ce guide qu'on va vous présenter, en fait, il a été conçu à partir de tous les outils qui ont été utilisés lors de l'action collective, et ils ont été conçus, vous allez voir, il est riche de tous les questionnements et tous les échanges que les châteaux ont eus lors de tout ce travail-là. Peut-être sur l'outil qu'on va vous présenter, l'objectif c'était de fournir aux entreprises, donc TPE, PME, organisation viticole de Gironde, un outil qui puisse les aider en fait à guider leur réflexion pour au final prendre une décision sur la nécessité d'investir ou pas dans un exosquelette. Donc cet outil, il se veut opérationnel pour que les entreprises puissent directement l'utiliser, mais on a aussi l'ambition d'en faire profiter les partenaires des entreprises qui accompagnent ces entreprises sur ces questions-là, ou plus généralement sur d'autres questions en lien avec le travail et la santé au travail. Donc il est aussi mobilisable et utilisable par ces partenaires de l'entreprise. Du coup, l'entreprise, donc c'est vraiment un guide d'aide à la décision qu'on a structuré en 5 étapes. Alors, c'est des étapes qui ne sont pas forcément chronologiques, enfin qui se succèdent, mais chaque entreprise pourra, en fonction de son niveau de maturité, de son avancement dans ses réflexions, pour aller directement sur l'étape qui l'intéresse. Mais en tout cas, cet outil il est structuré en 5 étapes, qui sont les suivantes. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de chacune des étapes, on vous renverra vers les liens qui les présenteront. Mais on a une première étape sur le cadrage et la structuration du projet. On s'est rendu compte, même si ce n'était pas une surprise, que bon nombre d'entreprises, notamment sur cette question d'introduction des exosquelettes, n'ont pas forcément un projet qui est cadré et structuré. C'est une étape qui permet en fait de se poser la question des objectifs. Pourquoi se poser la question d'investir dans un exosquelette? Pourquoi un exosquelette? Et surtout, avec qui on va travailler ce sujet-là. On s'est aperçu, majoritairement dans toutes les entreprises, que ce projet est porté par une seule personne qui a l'obligation presque de prouver que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est un projet qu'elle essaie de mener, qu'elle mène seule, presque par obligation. Donc en fait, dans cette étape-là, on va venir se poser la question des objectifs, des moyens, du calendrier, pourquoi vous voulez mettre en place un exosquelette, et surtout, avec qui vous allez travailler cette réflexion. On a parlé ce matin de démarche participative, c'est presque les bases que l'on pose vraiment au niveau de cette étape-là. La seconde étape concerne une étape d'état des lieux, qui est souvent sous-estimée là aussi par les entreprises dans leur décision d'investir. C'est que quand on pense à une problématique, souvent on envisage directement la solution, on l'achète et on la teste, sans forcément avoir fait au préalable
un état des lieux, alors sans parler de diagnostic, mais en tout cas, voilà, se poser la question de quelles sont les activités qui sont concernées, quels sont les opérateurs qui sont concernés, quelles sont mes problématiques, pour ensuite pouvoir venir tester un outil. C'est Benoît et Hugo qui en parlaient justement ce matin. De quoi, sur l'étude d'opportunité, je crois, sur de quoi, a priori, j'ai besoin avant de tester. Donc, en fait, c'est une étape qui va permettre aux entreprises de se poser la question de cet état des lieux. Et puis un complément aussi, c'est d'anticiper aussi l'impact que peut avoir l'exosquelette. C'était les questions de, suivant, en analysant le travail, c'est qu'est-ce que le salarié va être amené à faire. Ok, il taille, mais finalement, est-ce qu'il va devoir conduire? Est-ce que c'est l'hiver, il va falloir qu'il mette une cape de pluie, etc. Donc c'est aussi par rapport aux contraintes, à la réalité du travail, prendre en compte cette réalité du travail-là et voir quel impact va avoir l'exosquelette sur cette réalité de travail-là. Essayer d'anticiper. Effectivement, l'état des lieux forcément dépend de l'étape 1, de la façon dont on cadre et on structure le projet. On donnait un exemple tout à l'heure sur des entreprises qui souhaitaient plutôt s'orienter vers un outil destiné à prévenir le risque, donc plutôt sur un objectif de prévention, d'autres qui étaient plutôt sur un objectif de maintien en réponse à des problématiques de santé de certains opérateurs. Donc forcément, on voit là qu'en fonction de l'objectif, on n'envisage pas forcément le périmètre d'intervention derrière, et on ne donne pas forcément la même ambition à l'outil qui, dans un premier cas, pourrait être destiné à l'ensemble du personnel, et donc qui pose aussi là des questions de financement derrière de l'outil, et dans un second temps qui est plutôt destiné à des opérateurs qu'on aura ciblés plus précisément en fonction de certaines problématiques. Et donc du coup l'état des lieux va aussi dépendre de ces objectifs, et en tout cas l'ambition de cette étape 2 c'est de cadrer ce diagnostic pour aller ensuite sur l'étape 3 qui est une étape d'expérimentation. Une fois que j'ai défini avec qui je travaille, mes objectifs, le calendrier, que j'ai envisagé un budget et que j'ai fait une partie état des lieux, je peux commencer à envisager des tests sur le terrain avec des opérateurs qu'on aura mobilisés autour de ce sujet-là, sur un périmètre. C'est une étape où on définit aussi le protocole d'expérimentation, la durée, avec qui, combien de personnes. Donc on définit tout un tas de critères. Donc ça, quand je dis on, ce sont finalement les entreprises que l'on a accompagnées qui ont défini ces différents critères pour vraiment encadrer cette partie expérimentation. Il y a des châteaux qui ont témoigné tout à l'heure dans les ateliers qui disaient nous, on a acheté du matériel, on l'a donné aux opérateurs, ils ont testé comme ils ont voulu, comme ils ont pu, on ne sait même pas s'ils l'ont vraiment testé, et puis on a eu un retour. Là, l'idée, c'est vraiment d'encadrer cette étape-là d'expérimentation pour définir des critères d'expérimentation et aussi pour définir l'encadrement de cette expérimentation. C'est-à-dire que ce qui a été important, c'est aussi de définir des personnes ressources qui sont en capacité de suivre l'expérimentation, de relever les indicateurs pour, au final, faciliter l'évaluation qu'on aura pu faire de ces tests et de cette expérimentation. Donc l'étape 3, on la voit, elle est directement liée à l'étape 4, qui est une étape d'évaluation, où là aussi, on va venir se poser la question des indicateurs qui vont nous servir à évaluer si le test a été concluant ou pas. Donc dans ces critères d'évaluation, il y a bien sûr des critères en lien avec la santé au travail, avec le ressenti de l'opérateur qui va utiliser l'outil, mais on n'a aussi pas oublié des critères d'évaluation sur l'activité de travail. Est-ce que quand je porte l'outil, je suis en capacité de faire du travail de qualité dans les temps qui me sont fixés ou que je me suis fixé, avec un niveau d'exigence que je m'impose ou que l'on m'a imposé. Donc l'idée était de définir des critères à la fois objectifs mais aussi subjectifs, parce qu'on l'a vu que l'exosquelette il dépend aussi de la personne qui le porte, mais en tout cas de poser ces critères-là pour avoir suffisamment de matériaux pour que l'entreprise puisse se dire mais finalement le test est concluant et je décide, et donc c'est l'étape 5, de déployer l'outil, donc sur un métier spécifique, sur un service ou même sur une autre structure, où elle peut décider de dire il faut poursuivre l'expérimentation et l'évaluation parce que ce n'est pas suffisant, il nous manque un peu de matériaux pour prendre une décision, ou elle peut faire le choix de stopper les essais parce que les résultats montrent que ce n'est pas concluant.
Et donc là, je rebondis sur ce que disait Sophie ce matin, c'est-à-dire que dire qu'un exosquelette ne convient pas est aussi une réponse positive, parce que ça permet finalement d'éviter d'investir dans des solutions techniques qui ne correspondent pas finalement aux besoins. Donc c'est parfois du travail engagé qui aboutit sur une réponse négative en termes d'investissement, mais qui est tout autant positif pour le château, parce que finalement ça permet d'éviter d'acheter un outil qui ne sert pas, et de l'argent dépensé, même si l'outil coûte que 500 ou 1000 euros, mais c'est déjà de l'argent dépensé pour rien. Donc 5 étapes qui s'enchaînent comme ça, mais les structures pourront directement aller à l'étape qui l'intéresse en fonction de son niveau d'avancement dans sa réflexion. Oui. Donc pour chacune des étapes, en fait, nous avons conçu des fiches repères. Donc c'est des fiches qui vous donnent des éléments de définition pour chacune des étapes, qui vous expliquent quel est l'intérêt à passer par cette étape-là, qui va vous donner également des points de vigilance à avoir lors de la réflexion, et puis tout un tas de questions à se poser, mais finalement c'est les questions que se sont posées les châteaux qui ont fait partie de l'action collective. C'est vraiment eux c'est vraiment le fruit de tout leur questionnement. Donc ça, ce sont des fiches repères. Et puis, en parallèle, vous avez des fiches outils qui sont des fiches vierges utilisables pour que vous puissiez vous-même vous approprier la démarche et que vous puissiez avoir votre propre réflexion. On a bien vu que, vous avez vu là pour les 4 châteaux, on était à peu près sur une même tâche qui est la taille de la vigne. Pour autant, on a bien vu que tout le travail, toute la réflexion finalement a été différente. Les tests menés ont été différents, les résultats sont différents, et ça c'est propre à chacune des structures. On ne peut pas se dire ça marche à un endroit donc ça va marcher ailleurs. Non, c'est pas vrai. Là on l'a bien vu. Et en complément sur chacune des fiches des étapes, vous retrouverez un exemple fil rouge. Donc en fait, c'est le même exemple qui permet d'illustrer chacune des étapes. Et c'est un exemple qui est complété à partir des échanges et des accompagnements qu'on aura eu dans chaque structure. Donc c'est un exemple qui finalement dans lequel chacune des structures se retrouve, mais en même temps, ce n'est pas l'exemple d'une seule structure. Donc ça, vous retrouverez cet exemple fil rouge dans chacune des étapes qui permet en fait à la lecture de plus facilement se projeter et de comprendre les notions, les repères que l'on apporte chacune des étapes et la façon dont on l'a travaillé et ce que ça a pu produire en termes de matériaux. Donc en fait, cet outil, donc là on le présente un petit peu son organisation, son arborescence. C'est un outil qui est en fait disponible, qui est hébergé sur le site de la CPHSCT. Donc peut-être Christelle, tu veux dire 2 mots sur la CPHSCT. Donc la CPHSCT, c'est la Commission paritaire hygiène et sécurité conditions de travail. En fait, c'est une commission paritaire, donc représentant employeurs salariés, dont le but est de promouvoir toutes les questions de santé et sécurité au travail. Pour les petites entreprises, les petites structures qui n'ont pas de CSE, où finalement ils n'ont pas d'instance, on va dire, où les questions de santé et sécurité au travail sont évoquées. Donc il y a un site dédié pour la Gironde, il y a le site de la CPHSCT 33, où vous trouvez un certain nombre de thématiques, de travaux qui ont été menés, et effectivement, on s'est dit que ça pouvait être intéressant que tout ce travail-là puisse se retrouver sur le site de la CPHSCT. Donc vous avez un QR code que certains, je vois, flash déjà, qui vous permet en fait directement de vous orienter sur le site de la CPHSCT et de retrouver tous les éléments que l'on vous présente. Voilà. Et donc du coup, c'est un outil que l'on peut à la fois consulter depuis un ordinateur, mais aussi depuis... c'est un format qui permet d'être consultable directement depuis un téléphone. Donc si ça fonctionne, et ça a l'air de fonctionner, là on vous présente en fait le site de la CPHSCT sur lequel est hébergé l'outil, où on va retrouver toutes les informations que l'on vous présente.
Donc bien évidemment, vous retrouverez la synthèse de l'étude, de l'action collective que l'on a menée avec les structures. On ne va pas vous le montrer maintenant, mais en tout cas, elle est hébergée dessus. Et puis, vous retrouvez dessus, bien sûr, les 5 étapes qu'on vient de vous présenter. Donc par exemple, si on clique sur l'étape 3, au hasard expérimenté, vous retrouvez ce qu'on vient d'évoquer. Alors si j'arrive à faire les deux choses en même temps. Les éléments de la fiche repère, donc c'est pas lisible, c'est pas très grave, vous irez par vous-même directement recueillir ces infos, mais vous retrouvez, merci, pas de souci, vous retrouvez les éléments de la fiche repère. Donc on trouve des points de définition, des points de méthodologie, des points de démarche, bien sûr des points d'attention, des points de vigilance sur cette étape-là. Et pour aider les entreprises ou les partenaires de l'entreprise à se projeter sur cette étape-là, on a identifié quelques questions à se poser. Donc voilà, ça permet à chaque structure de se projeter et de savoir vraiment de quoi on parle dans les étapes. Et vous retrouvez en dessous l'exemple issu de l'action collective. Donc là, par exemple, dans cette étape expérimentation, on vient se poser la question de quelles sont les activités concernées par l'expérimentation. Donc c'est forcer les entreprises à se poser cette question. Donc là, typiquement, dans l'exemple, vous avez l'activité de taille et tirage bois. On a invité les entreprises à se poser la question de quelles étaient les problématiques identifiées sur ces activités concernées, les bénéfices que l'on attend de cette expérimentation, à quoi elle doit répondre. Donc bien sûr, limiter la douleur, réduire la force pour se relever, réduire la fatigue. Donc tout autant d'éléments sur lesquels l'entreprise réfléchit et se positionne. C'est une étape sur laquelle on retrouve aussi les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation. Donc c'est pourquoi on l'a fait, avec qui on l'a fait, et comment on organise l'expérimentation en termes de durée, en termes de ressources mises à disposition. Est-ce qu'il faut le tester sur des journées complètes, sur des semaines, sur des demi-journées? En tout cas, c'est tout autant d'éléments qu'on vient se poser sur cette étape-là. Le planning et la durée de l'expérimentation, et aussi les caractéristiques envisagées pour l'outil. On parlait tout à l'heure, par exemple, de facilité de maintenance, facilité de réglage, facilité dans la relation aussi avec le fournisseur. Il faut que l'expérimentation puisse aussi border ces différents éléments pour qu'elle soit menée de la meilleure façon possible. Donc en tout cas, vous avez tous ces éléments dans la fiche repère, et si on descend tout en bas de cette fiche repère, on a les outils, on a les fiches à télécharger. Donc on a la fiche repère, donc on peut directement télécharger en format PDF, et on a la fiche outil que l'on peut directement télécharger et renseigner en ligne. Donc si je clique dessus, vous la retrouvez directement. Donc ça, c'est l'outil qui est imprimable ou que l'on peut directement renseigner dessus. Et voilà, l'entreprise peut directement l'utiliser. En complément, vous retrouvez en chaque fin de... Donc en fait, l'architecture que l'on vous présente, vous retrouvez la même sur chacune des étapes avec des fiches repères, des fiches outils et des liens qui vous renvoient vers les annexes qui présentent des ressources. Donc, sur l'onglet annexe, vous allez retrouver, alors on a commencé à intégrer de la bibliographie, mais bon, il y a plein vous avez vu ce matin, de la documentation sur les exosquelettes, il y en a, donc on va en rajouter, mais bon, vous en trouverez par ailleurs. On a créé une fiche sur des points de vigilance en termes de santé. Voilà, des points qui nous paraissaient importants à rappeler, et puis des points de vigilance sur le travail. Et en complément, on a intégré une fiche, c'est un exemple de grille d'évaluation. C'est vrai que lors de l'action, c'était se dire, oui, mais on évalue quoi, comment, quels critères, voilà. Donc on a essayé de donner des éléments, des critères d'évaluation, que ce soit en termes de santé, mais en termes de travail. Et après, j'allais dire, à chaque structure de l'adapter. On a vu ce matin, enfin et tout à l'heure, vous avez peut-être eu l'occasion d'en discuter. Chaque structure, après, se l'est appropriée et a pris les critères qui lui semblaient pertinents à prendre pour évaluer. Donc ça, c'est les annexes, voilà, que vous retrouvez également sur le site.
Et du coup, cet outil, c'est les résultats d'un travail collectif à partir des outils que nous, RACT et MSA, on a proposés dans l'accompagnement des structures, mais c'est aussi à partir des outils que les structures avaient déjà, et elles ont accepté de les donner au collectif, donc ça a permis de les compléter, et aussi avec des outils du service de santé au travail de la MSA. Donc c'est finalement cet outil, la combinaison de ces différents outils. On revient là-dessus. Donc pour faire attention, pour rester un petit peu dans le timing, et presque pour marquer une sorte de conclusion, mais qui reprend déjà pas mal d'éléments qui ont été dits, ce matin. Le guide, finalement, sert de support de structuration de la démarche. On l'a vu, la question des exosquelettes, souvent, elle est portée par une personne, pas forcément de manière structurée. C'est une personne seule qui essaie de se débrouiller avec ce sujet-là. Donc en fait, ce guide, il permet dans un premier temps de poser la question d'introduction des exosquelettes comme un véritable projet de l'entreprise et de se servir de ce sujet-là pour structurer une démarche avec les différents acteurs de l'entreprise, des acteurs qui portent la décision d'acheter, qui ont finalement le chéquier entre les mains, mais des acteurs qui ont aussi la compétence pour coordonner et animer cette réflexion, et bien sûr les opérateurs qui ont l'expertise travail et que l'on va mobiliser autour de ce sujet pour venir apporter cette expertise travail. Donc l'outil, c'est pas l'outil pour un outil, mais c'est vraiment l'outil au bénéfice d'une démarche qui doit être encadrée, structurée et accompagnée. L'outil, donc, pour pas paraphraser, mais sert du coup à favoriser la participation et les échanges en interne. On l'a vu aussi dans les exemples d'entreprises qu'on a accompagnés, que au début, ce n'était pas évident, mais que travailler autour de ces questions, travailler autour de la question du travail, finalement, ça facilitait les débats et la participation de tous, et ça facilite certainement la prise de décision, puisque c'est une décision qui est argumentée, qui est alimentée, qui est enrichie, et qui s'appuie finalement sur des tests et des résultats factuels. Et ce guide, bien sûr, il permet, on l'a dit aussi en introduction ce matin, il a pour vocation en fait à sécuriser les décisions dans les prises, dans les projets d'investissement. C'est-à-dire que si je décide d'acheter un outil, c'est que je me suis aperçu qu'il avait une utilité, qu'on pouvait l'utiliser et qu'il avait un bénéfice à la fois du point de vue de la santé au travail, mais aussi du point de vue, bien sûr, de la qualité du travail et de la performance au sens large. L'un des intérêts aussi de l'outil qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le rééquilibrage des forces entre l'entreprise et le fournisseur ou le fabricant. Souvent, on va dire dans la plupart des cas, le besoin de l'entreprise est presque défini par celui qui vient vendre sa solution. Et comme par hasard, la solution correspond aux besoins de l'entreprise et il l'a dans son catalogue et elle coûte un certain prix. Mais en tout cas, il a toujours la réponse. Ce guide, il a quand même vocation à renverser un petit peu le rapport de force pour que l'entreprise puisse garder la main sur son projet, qu'elle puisse mieux définir son besoin pour mieux discuter avec le fournisseur. Et discuter sur des éléments aussi factuels qui auraient été analysés, diagnostiqués, et notamment discuter de cette question du travail. Pourquoi j'ai besoin d'un exosquelette? Pour qui? Et quels sont les critères qui vont me permettre d'évaluer l'utilisation et l'intérêt de cet outil. Et peut-être pour finir, parce qu'on n'aura pas ce dernier mot peut-être. Okay. C'est que cet outil, en fait, il puisse être utilisable pour toute filière. Effectivement, là, on l'a utilisé, on a fait un focus viticulture, mais l'idée, c'était de se dire, finalement, cette question-là d'introduction de nouvelles technologies, d'exosquelettes, etc., elle se pose aussi sur d'autres filières. Donc, finalement, mis à part l'exemple fil rouge, où il est type vraiment spécifique viticulture, la réflexion reste la même pour toute filière et puis pour tout projet d'investissement. Et pour le coup, là, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que parmi les structures qui ont fait partie de l'action, voilà, on a eu des retours d'entreprises qui ont dit moi, je l'ai utilisé pour un autre projet. Et donc, on se dit c'est top parce qu'ils y ont trouvé un intérêt.
Et après, ils l'ont utilisé, adapté à leur manière par rapport à leur projet, à ce nouveau projet. Mais en tout cas, on a bien vu et ils ont bien vu qu'il était utilisable. Ne serait-ce que pouvoir se retrouver et se poser avec des salariés, ne serait-ce qu'une heure. On ne demande pas, l'idée, c'est pas de se poser des heures et des heures, mais une heure. Et puis, voilà, avoir ces fiches qui vont faciliter la structuration. Donc, on se dit, voilà, outil utilisable par tous. Donc la suite peut-être pour nous, c'est réfléchir à l'évaluation de cet outil, savoir s'il est vraiment utile. Bon, je soulève une question comme ça, mais nous, ça pourrait être aussi intéressant de voir comment cet outil dans la pratique est utilisé et quel retour on peut en avoir. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'on a une petite série de questions, si vous le souhaitez, pour finir cette journée sur ces outils, sur ce guide? Est-ce que vous avez des questions, sachant qu'il vous sera remis à la sortie? Est-ce que vous avez des interrogations? Non, le site de la CPHSCT, malheureusement, on a du mal. Enfin, on a assez peu de gens qui le connaissent. Donc là, c'est une occasion aujourd'hui. Tout le long de la journée, ça a été rappelé qu'il y a beaucoup de liens avec ce site-là. Donc n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de ressources sur la santé et sécurité au travail. Et puis ça permet aussi à cette commission de vivre et de nous donner des choses sur lesquelles travailler. Donc il ne faut pas hésiter même à envoyer des questionnements pour la CPHSCT, pardon, je l'ai mal dit, et que ça alimente la réflexion des uns et des autres. Tout le monde a intérêt à avancer sur la santé et sécurité au travail pour le bien, autant des exploitants, des entreprises que des salariés. Merci beaucoup pour cette remarque. Oui, Madame Escriva, premier rang. Juste pour partager avec vous, en lien avec les ressources, quand même à l'issue de l'agrotour et la question de tracer du matériau, de flécher des ressources, et souvent ce à quoi on veille, c'est de faire des allers-retours entre soit renvoyer sur un lien spécifique, parce que ça permet de faire connaître éventuellement que c'est disponible là, et ou de toute façon au niveau national aussi relayer les productions. Mais aussi, plus ça va, plus on a un enjeu du coup commun, je le partage ensemble. Comme je le disais, on a quand même eu plusieurs projets de transformation dans le monde de l'agriculture, la robotisation, là, et je pense qu'il y a plusieurs questions communes, plusieurs références. Et du coup, je vais faire la pub quand même du site AgroTour, où a priori, vous retrouverez un certain nombre de ressources qui peuvent être de nos différentes institutions. Voilà, mais généralement, on démultiplie un petit peu les sources pour que l'internaute lambda puisse retrouver sur un site de la MSA, sur le site de l'ANACT, sur un site dédié régional. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours un enjeu de diffuser les productions. Et merci encore pour les entreprises, parce que c'est d'autant plus fort quand on a le témoignage vécu d'acteurs d'entreprises qui s'y sont frottés. Ça a beaucoup plus de points. Voilà. Bien, merci beaucoup. On est dans le timing, c'est parfait. Merci à vous deux, Christelle Bernardet et Pierre Artaud. On peut encore les applaudir pour cette dernière intervention.